Bonjour, on va aborder un sujet vraiment crucial aujourd'hui. La sécurité des médicaments pour les enfants au bloc opératoire. C'est un monde où la précision n'est pas juste une option, c'est une question de vie ou de mort. On peut tout de suite se poser la question, c'est vrai, qu'est-ce qui rend l'anesthésie d'un enfant si délicate? Pourquoi un geste qui paraît presque routinier pour un adulte devient un tel défi quand il s'agit d'un enfant? En fait, la réponse tient en une seule phrase. C'est un principe fondamental que tous les soignants ont en tête. Au bloc opératoire, un enfant, ce n'est pas juste un adulte en miniature. C'est vraiment la clé pour comprendre tous les risques qu'il y a derrière. Alors allons-y, plongeons un peu dans ce qu'on pourrait appeler l'anatomie de l'erreur. Concrètement, pourquoi ces jeunes patients sont-ils si vulnérables? En fait, plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, les calculs de dose, c'est un vrai casse-tête. La dose ne s'ajuste pas simplement en fonction du poids, non, elle dépend aussi de la maturité des organes. Et ça nous amène au deuxième point. Le foie et les reins d'un enfant sont encore en plein développement. Ils ne filtrent pas les médicaments comme ceux d'un adulte. Et puis il y a un défi très pratique, beaucoup de médicaments n'existent tout simplement pas en version pédiatrique. Les équipes sont donc obligées de faire des dilutions elles-mêmes, manuellement. Et c'est une étape super délicate qui peut malheureusement ouvrir la porte à l'erreur. Et ces vulnérabilités, elles ont des conséquences très concrètes. On le voit bien ici, les erreurs de calcul de dose sont en tête, sans surprise. Juste derrière, on trouve la confusion entre des médicaments qui se ressemblent ou qui ont un nom similaire, et bien sûr les fameuses erreurs de dilution dont on vient de parler. Mais attention, l'erreur humaine est rarement la seule cause. Il faut imaginer le contexte, la pression de l'environnement, la charge mentale énorme, le stress d'une opération d'urgence, le temps qui presse. Tout ça peut s'ajouter à des failles dans le système, comme un manque de communication ou l'absence de protocole clair. C'est la collision de ces deux mondes qui peut créer la tempête parfaite. Bon, maintenant passons à la partie la plus importante. Comment on fait pour construire une véritable culture de la sécurité? Comment on passe du constat du risque à une prévention qui soit active et surtout efficace? La solution, c'est une approche globale, sur plusieurs niveaux. Il faut standardiser les protocoles, céder de la technologie et, point crucial, instaurer une double vérification, systématique pour tous les gestes à risque. Mais le changement le plus profond, il est culturel. Il s'agit de créer un climat de confiance où signaler une erreur ou une quasi-erreur, ce n'est pas chercher un coupable, mais trouver une occasion d'apprendre et de s'améliorer tous ensemble. Le chiffre clé à retenir, c'est celui-ci, 2, la double vérification. C'est l'une des barrières de sécurité les plus solides qu'on puisse mettre en place. Le principe, il est tout simple. 2 soignants qualifiés vérifient, chacun de leur côté, chaque étape critique avant de donner le médicament. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Au final, au-delà des procédures et de la technologie, c'est l'humain qui reste au centre de tout. Comme le dit très bien cette citation, tout repose sur une vigilance de tous les instants, une capacité à anticiper le danger et surtout une collaboration sans faille au sein de l'équipe. C'est un état d'esprit, une responsabilité vraiment partagée. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Si la sécurité est bien l'affaire de tous, alors la vraie question c'est peut-être celle-ci. Comment peut-on concevoir des systèmes où le choix le plus sûr est aussi finalement le choix le plus simple, le plus intuitif à faire? C'est une question qui, je pense, mérite de continuer à nous faire réfléchir.